Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors toujours dans ma série pattern, qui je le rappelle, essaye de montrer justement ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des parties de schéma que l'on va retrouver dans énormément de montages. Nous allons aujourd'hui attaquer donc un troisième volet qui est sur les amplificateurs opérationnels. Bon, c'est un très gros morceau, on va certainement pas faire le tour. L'idée ici quand même, c'est de déjà regarder quelques patterns quand même qu'on va retrouver très souvent et derrière quelques exemples. Je rappelle qu'un amplificateur opérationnel, que l'on peut souvent définir sous l'acronyme AOP, c'est un composant électronique actif qui est très utilisé dans les circuits analogiques. En gros, qu'est-ce qu'il fait un amplificateur opérationnel? Il va amplifier la différence de tension entre deux entrées et la façon dont on va le brancher, on va pouvoir faire énormément de choses comme de l'amplification, du filtrage, de l'oscillation, enfin énormément de choses. Généralement, un amplificateur opérationnel possède deux entrées, une nommée inverseuse, on va voir pourquoi, et une autre nommée non inverseuse, sachant qu'elles sont souvent notées plus et moins, et il a une sortie unique. Bon, on va pas trop parler ici des fois d'autres connexions qu'on peut avoir sur les amplificateurs opérationnels pour le réglage de l'offset, de la compensation et tout ça, mais je veux dire, pour l'instant, on va pas tellement en parler dans la mesure où on n'en a pas besoin pour la compréhension du fonctionnement. Je rappelle pour finir que on a éventuellement dans un boîtier soit un seul et unique amplificateur opérationnel, comme le légendaire LM741 dont je vous ai mis le brochage ici, mais on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, c'est assez rare, souvent 4, par exemple, comme un autre circuit de légende, le LM324 par exemple. Quand il y en a plusieurs par boîtier, souvent ils partagent la même alimentation, et éventuellement, il y a moins de connexions disponibles, on n'aura pas par exemple accès, comme sur un 741, au réglage de l'offset ou des choses comme ça. Alors, pour bien comprendre déjà quand même ce que je vais vous montrer, je vais vous faire quelques petits rappels très rapides, sachant qu'on peut toujours raisonner avec un amplificateur opérationnel, entre guillemets, parfait. Alors bien sûr, dans la réalité, ils sont loin de l'être, mais pour essayer de comprendre le rôle d'un ampli dans un schéma, souvent, le fait de comprendre comment il fonctionne déjà, on va dire, en éliminant ses défauts, ça aide beaucoup. Donc si on a un amplificateur parfait théorique, il aurait un gain différentiel en boule couverte infini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va amplifier la différence de tension entre son entrée plus et moins avec un gain infini. C'est-à-dire que même une infime variation ferait une variation infinie de la sortie. Alors bien sûr, dans la réalité, déjà le gain, il n'est pas infini, puis en même temps, la sortie ne peut pas aller à des tensions infinies, donc elle serait limitée. Mais dans l'idée, c'est comme ça. Dans la pratique, le gain, il est peut-être pas infini, mais il est très grand. Ce qu'on appelle le gain en boucle ouverte, et comme on va le voir, on n'utilise jamais les amplis up sans un système de contre-réaction qui va contraindre ce gain dans des limites beaucoup plus raisonnables. On considère que son impédance d'entrée est infinie, donc on suppose qu'il n'y a aucun courant qui circule dans les entrées. En gros, il mesure la tension, point barre. Au contraire, l'impédance de sortie est nulle, c'est-à-dire que, théorie, pareil, il avait un ampli parfait, il pourrait sortir un courant infini, ce qui est absolument pas vrai. Ensuite, il n'amplifie que la différence entre les entrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on relie les deux entrées ensemble, j'aurai 0 à la sortie, en théorie, vu que, je veux dire, vu qu'il amplifie la différence, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de sortie. Mais que si la tension sur ces deux entrées reliées ensemble varie par rapport aux alimentations, par exemple, ça ne varierait pas la sortie. C'est ce qu'on appelle la fameuse CMRR, la Common Mode Rejection Ratio, ou réjection en mode commun, ce qui dit qu'en gros, ce qui compte, c'est vraiment la différence de tension entre les entrées, et pas les variations par rapport aux alimentations. De même, normalement, l'ampli, il est complètement insensible aux variations de la tension d'alimentation. La sortie, normalement, ne dépend que de la différence de tension entre les deux entrées. Et pareil, toujours en théorie, la bande passante, elle est infinie. Bon, ça n'existe pas. Bien sûr, dans la réalité, même si maintenant on a des très bons amplificateurs opérationnels, ils ont tous des limitations, et souvent, quand on améliore un point, ça dégrade les autres. Mais l'idée d'avoir ça en tête, c'est que ça va aider à comprendre les schémas. Justement, pour bien comprendre les amplificateurs opérationnels, je rappelle ici 4 notions de base
qui sont vraiment hyper importantes. Alors déjà, et ça des fois c'est troublant un petit peu pour les débutants, il n'y a pas de connexion de masse sur un amplificateur opérationnel. Je rappelle encore une fois que la masse, c'est un potentiel dans un circuit qui est choisi comme référence. On peut choisir ce que l'on veut. Par exemple, dans un ampli-up, on pourrait très bien dire je l'alimente en 12 volts entre V- et V+, et ma masse c'est V-. Dans ce cas-là, toutes les tensions de sortie, on va les mesurer par rapport à cette partie-là, et elles seront toujours positives. Si par contre je choisissais comme masse V+, j'aurais que des tensions négatives. Bon, maintenant c'est rare. Maintenant, très très souvent quand même, dans les ampli-up, V+, et les V-, c'est deux tensions symétriques avec une masse commune. La tension de base sur les ampli-up de légende, ils étaient spécifiés pour être alimentés en plus 15 volts, moins 15 volts. C'est-à-dire que aux bornes, c'est-à-dire de l'ampli, il y a 30 volts, vu que V- était à moins 15 et V+ à plus 15. Donc voilà. Mais par contre, on considère que la référence est entre les deux, et donc le 0 volt quelque part, c'est ce point milieu entre ces deux alimentations. Et dans tous les montages que je vais vous montrer tout à l'heure, quand c'est pas explicitement spécifié, c'est ce qu'on suppose. On suppose que l'ampli-up, il est alimenté ici en symétrique. En usage normal, on doit toujours avoir la même tension sur les deux entrées. En effet, rappelez-vous qu'en théorie, il a un gain infini. Ça veut dire que si jamais il y avait une différence de tension entre les entrées, même minime, la sortie, je dirais, soit complètement au plus, soit complètement au moins. Voilà, donc quand dans un vrai montage, quand on mesure, normalement, on doit toujours avoir la même tension. Alors, il y a deux choses qui limitent un peu ça. D'abord, il y a cette fameuse tension d'offset, mais on va pas trop en parler aujourd'hui. Je vous renvoie pour ceux que ça intéresse sur la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et aussi, ou dans certains cas, comme je vous l'ai montré aussi dans une autre vidéo, on utilise les ampli-up comme comparateurs de tension, où là, on les fait marcher justement en mode saturé. Et dans ce cas-là, oui, en mode comparateur, on peut très bien avoir des tensions différentes. Mais sinon, dans tous les autres cas, dans un montage, si vous trouvez sur un ampli-up qui est censé faire de l'amplification, je sais pas moi, 1 volt sur une entrée et 2 volts sur l'autre, c'est pas très bon. Généralement, regardez, mais ça veut dire que la sortie, elle sera très proche de V+, bloquée, ou très proche de V-. Justement, la sortie aussi d'un amplificateur opérationnel, elle est généralement comprise entre V+ et V-. Justement, ces bornes d'alimentation, elles peuvent pas tellement être supérieures. Même souvent, elles peuvent même pas aller si haut ou si bas que ça. Il y a ce qu'on appelle une tension de déchet. Par exemple, un 741, alimenté en plus 15, moins 15. En fait, la tension de sortie, elle dépassera jamais 12 volts ou moins 12, quoi. Il y a toujours cette perte. Alors, elle n'est pas forcément symétrique. Il y a, par exemple, des ampli-up qui peuvent descendre, par exemple, complètement jusqu'à V-, par exemple, ce qui est souvent la masse, comme le LM324, par exemple. Et alors que sur le plus, il y a plus de déchets. Alors, il y a aussi des amplis, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, qu'on appelle rail to rail, qui vont quasiment jusqu'aux alimes en sortie. Enfin, bon. Voilà, il faut quand même essayer toujours de se rappeler ça. Et en même temps, comme j'ai dit, à part en mode comparateur, on n'utilise jamais les amplificateurs opérationnels sans contre-réaction. Donc en fait, dans un schéma, c'est pas toujours facile de voir cette contre-réaction, mais elle existe toujours. Ou si elle n'existe pas, c'est que le truc, comme j'ai dit, il marche en mode saturé. Alors pour voir ces patterns, j'étais parti à faire plein de copier-coller, puis je me suis dit ça n'a pas tellement de sens. Donc on trouve dans les notes d'application de différents constructeurs énormément déjà de circuits de base comme ça avec les ampli-up. On va utiliser quelque chose qui date depuis très longtemps, vu qu'on voit que ça date de 78, qui est la fameuse note d'application 31 de National Semiconductor, qui est un des précurseurs dans les ampli-up, vu que c'est eux qui ont sorti des ampli-up de légende, comme justement le LM107, 108. Ils n'ont pas fait le 741, mais ils ont fait quand même beaucoup d'ampli-up. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder cette note d'application. On va pas voir tous les circuits, mais je vais m'arrêter sur ceux qui justement sont, pour moi, les patterns les plus basiques que l'on va rencontrer à plein d'endroits. Alors regardons ça. Ok, donc nous allons voir quelques circuits qui sont décrits dans cette note d'application. On va certainement pas tous les voir, peut-être que si j'ai des questions, j'en verrai d'autres plus tard, mais on va vraiment ici s'arrêter au plus basique.
Alors, un des plus basiques, c'est celui-ci. C'est le fameux amplificateur inverseur. Donc, on voit ici que l'entrée plus est à la masse et qu'on a ici ce réseau de résistance qui vient faire la fameuse contre-réaction. La tension d'entrée est ici, la tension de sortie est ici. Et pour comprendre comment il marche, en fait, c'est très très simple. Si on applique les principes que je vous ai dit, imaginons à un moment donné que ici j'ai 1 volt. L'amplificateur opérationnel, si ici j'ai 1 volt, la tension ici va devenir, on va dire, positive par rapport à la masse. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il a un gain infini, cette différence, quand c'est l'entrée moins, ça inverse. C'est-à-dire que quand la tension ici augmente, ici elle diminue. Donc ici elle va diminuer. Et elle va diminuer jusqu'à quand? Elle va diminuer jusqu'au moment où j'aurai les mêmes tensions sur les deux entrées. Imaginons que R2 vaille 10K par exemple et R1 1K. Vu qu'on voit que c'est ça qui définit le gain, si ici j'ai moins 10 volts, on voit qu'ici dans le pont diviseur, ici j'ai 0 volts. Et voilà, c'est comme ça que comprend. Si R1 est égal à R2, en fait mon gain serait de 1, c'est-à-dire ici, je comprends que si ici j'ai 10K, ici j'ai 10K, c'est un pont diviseur, donc il faut bien qu'il y ait la même tension ici et la même, on va dire, en négatif quelque part ici, pour avoir la masse ici. Comme je vous l'ai dit, là, si on mesurait avec un multimètre, normalement, sur ce circuit, on trouvera toujours l'équivalent de la masse ici sur l'entrée 2. Il y a l'offset près, mais je veux dire, ici, on ne compte pas. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement l'amplificateur très très utilisé, sachant que l'impédance d'entrée, c'est R1, dans la mesure où ici, on considère que c'est la masse. On comprend bien que entre la tension d'entrée ici et ce point-là, ce qui fait la résistance d'entrée, c'est R1. Je vous renvoie sur ma vidéo que j'avais fait pour justement comprendre quelle valeur on peut prendre pour R1 et R2. Parce que c'est un inconvénient souvent dans ce genre de choses. On dit que le gain, c'est R2 sur R1. Ok, mais quelle valeur? Je prends 10K, je prends 100K, je prends un nombre. Donc là-dessus, je vais pas en parler maintenant, mais voilà, j'ai fait une vidéo qui permet de bien comprendre comment on peut choisir ces valeurs. Autre pattern super utilisé, c'est l'amplificateur non inverseur. Là, l'entrée est sur l'entrée plus. Donc là, on comprend que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les impédances d'entrée sont très très hautes, voire théorie infinie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui passe ici, donc ça c'est intéressant, c'est juste la tension ici qui compte. Et ici, le gain est toujours donné par ce pont diviseur. Parce qu'on comprend ici que quand la tension ici augmente, elle va avoir tendance à augmenter ici. En augmentant ici, on voit qu'elle va avoir tendance à augmenter aussi ici, vu que c'est un pont diviseur. Et en augmentant, ça veut dire contrebalancer ici le point. Sur ce montage-là, la tension sur l'entrée moins est toujours égale à celle sur l'entrée plus. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'à cause justement de cette contre-réaction, ici, je vous l'ai dit, sauf dans des cas hyper saturés, sur un ampli op, les deux entrées sont au même potentiel. Ça veut dire que si ici je mettais un signal qui varie, par exemple alternatif, là sur l'entrée moins, je le verrais varier aussi. Pour le coup, et ça c'est quelque chose des fois qui peut paraître bizarre, si ici je mettais un signal alternatif, si je mettais une sonde d'oscillo ici, je verrais quasiment rien. Parce que le signal il varie, mais il varie, je veux dire, en théorie de façon microscopique. Alors, il varie un tout petit peu, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'il réagit, mais potentiellement ici, on a la masse, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Dans les patterns qu'on a aussi, on a cette pattern qui est un ampli différentiel, donc qui amplifie, comme on voit, V1 moins V2. Si vous regardez bien, ma sonde différentielle CP096 utilise quelque chose qui ressemble très fort à ça. Donc là, c'est un amplificateur qui va donc amplifier la différence de tension entre V1 et V2, avec un gain que l'on peut déterminer, qui est bien plus faible que le gain en boucle ouverte. Ici, on a un amplificateur sommateur inverseur, c'est-à-dire qu'ici, on aura la somme de ces tensions-là. Donc avec ça, justement, on peut faire par exemple des mélangeurs, des choses comme ça. Ici, là, on a l'équivalent, c'est-à-dire un circuit sommateur, mais non inverseur. Donc finalement, si on regarde, c'est un peu les mêmes circuits qu'on avait ici, mais en mettant plusieurs résistances. Bon, je vais pas parler de tout cela ici, parce que pour pas faire de vidéo trop longue, on va pas regarder tous les circuits. Ici, on voit justement un amplificateur alternatif. Donc là, on retrouve bien la pattern d'un amplificateur non inverseur.
Et ici, on vient, grâce à ce condensateur ici, donc superposer une tension alternative ici, qui donc va être amplifiée par le gain, ici, qui est donné par le rapport de ces deux résistances, sachant que cette résistance-là, ici, comme on le voit, est égale à la mise en parallèle de ces deux-là. Elle a deux intérêts, on va dire, cette résistance. D'abord, de limiter l'offset, même si l'offset, je veux dire, en alternatif, on s'en fout un petit peu. Mais elle va aussi, quelque part, c'est elle qui va limiter l'impédance d'entrée. C'est-à-dire l'impédance d'entrée de cet amplificateur, 910K, parce que cette résistance-là est bien plus basse que l'impédance d'entrée de l'ampli qui, comme on l'a dit, était très grande. Là, on a un circuit, alors qui est, là, il appelle ça un différenciateur, mais quelque part, ce circuit-là, c'est typiquement un filtre passe-bande, en fait. C'est-à-dire que ça, là, on va avoir un filtre passe-haut 1 et ici, un passe-bas. D'ailleurs, on voit ici les fréquences de coupure. Ici, on comprend bien, toujours pareil, hein, c'est on résonne en continu. En continu, ici, il y a le condensateur, c'est comme si c'était pas là. Donc, en continu, on voit que l'entrée est reliée sur la sortie. Et donc, la tension ici, elle va être égale à celle sur l'entrée plus, donc ça sera ici la masse. Voilà, donc plus la fréquence augmente, plus l'impédance du condensateur ici va diminuer, et donc là, il va commencer à amplifier, et là, on se rapproche de l'amplificateur inverseur. Par contre, haute fréquence, le condensateur ici va commencer à court-circuiter quelque part cette résistance-là, et on comprend qu'en faisant ça, va faire baisser le gain de l'amplificateur. Et donc, en calculant ici ces fréquences-là, avec ces formules-là, on peut choisir la fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute, sachant que c'est de l'ordre 1, donc on va dire que c'est des fils qui sont pas très très raides. Voilà, ici on a un circuit qui est très connu aussi, donc qui est l'intégrateur, c'est-à-dire que dans un circuit comme ça, quand on est en mode intégrateur, en gros, ici on va avoir l'intégrale, c'est-à-dire il va avoir tendance à avoir ici une tension continue moyenne quelque part, des variations ici, sachant qu'on peut le remettre à zéro en tout simplement bypassant le condensateur ici. Ici, un pattern qu'on connaît très très souvent aussi, hein, qui est un convertisseur courant vers tension. Alors là, c'est pas dit, c'est très simple de comprendre comment il fonctionne. En gros, l'idée ici, c'est que quand il va passer un courant là, rappelez-vous qu'il ne passe rien dans les entrées. Donc, quand il va passer un courant ici, ce courant, il va développer une tension aux bornes de la résistance R1. Hein, c'est la loi d'Ohm. U égale RI. Donc, quand il va y avoir ici ce courant qui va passer, l'amplificateur opérationnel, il va modifier sa sortie de telle façon à ce qu'il retrouve sur l'entrée moins le potentiel de la masse, ici, qu'il y a sur l'entrée plus. Encore une fois, cette résistance-là, c'est pour compenser cette. Donc là, on a bien une conversion d'un courant, c'est-à-dire le courant qui passe ici, vers ici une tension. Ça, c'est un pattern qu'on va retrouver très souvent. Ici, on voit quelque chose qui est intéressant. Alors, c'est bizarre parce que c'est fait en deux schémas, mais c'est quelque chose dont je vais déjà parlé aussi, qu'on appelle la masse virtuelle. Imaginons, en effet, que je n'ai pas d'alimentation négative. Ici, on voit que ce brave LM101, il est donc alimenté entre la masse et plus 20 volts. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on travaille sur un point milieu qui serait 10 volts, on va lui, en fait, ici, lui forcer un point de repos au milieu des alimentations de 10 volts. À ce moment-là, voilà, si on applique la tension ici d'entrée entre ce point-là et celui-là, à ce moment-là, voilà, c'est comme si l'ampli up, lui, il était alimenté entre moins 10 plus 10 quelque part. C'est ça qu'on appelle une masse virtuelle. Si d'ailleurs on rajoute un condensateur pour empêcher la tension continue de passer, on va pouvoir, donc avec une alimentation unique, c'est-à-dire de ne pas avoir d'alimentation négative, le faire. Et après, donc, comment on va faire cette masse virtuelle, ici, de 10 volts? Il faut quelque chose qui soit, si possible, avec une impédance faible. Donc, on peut le faire directement avec un pont de résistance. Mais pour avoir une impédance faible, on va être obligé de faire passer beaucoup de courant dans ce pont. Donc, c'est pas très intéressant. Ou on va utiliser un autre montage hyper connu qu'on appelle le suiveur de tension ou adaptateur d'impédance. Donc, qui est ce montage-là. Et en fait, quand on relie la sortie d'un ampli up sur son entrée moins, en fait, voilà, il est en suiveur. C'est-à-dire, en fait,
On est dans le cas de l'amplificateur, on va dire, non inverseur, quelque part, mais il n'y a plus aucun point diviseur. Donc on comprend que si ici il y a 5 volts, il va avoir la même tension sur les deux, donc il va s'arranger pour avoir 5 volts ici. Pour avoir 5 volts ici, vu que c'est une condition, il est obligé d'avoir 5 volts là. Donc dans cet amplificateur-là, la tension de sortie est égale à la tension sur entrée plus. L'intérêt de ce montage, c'est voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle adaptateur d'impédance. Comme il passe pas de courant quasiment ici dans l'entrée, ici, voilà, on peut attaquer des impédances importantes. Par exemple, ici, 2 fois 10K. Alors que là, on a une impédance de sortie qui est plus faible. Donc, ce qui sera très intéressant, c'est pour faire une masse virtuelle qui, justement, ne bouge quasiment pas. Bon, ici, je parle pas du condensateur ici. Il rentre pas du tout en jeu, ici, dans ce montage. Ce condensateur, là, c'est ce qu'on appelle une compensation. Je ferai un jour, je pense, une vidéo pour parler de ça. Mais c'est propre à cet ampli 701. Si vous utilisez, par exemple, pour faire ça, un LM324, vous ne mettrez pas de condensateur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est 2 patterns qui sont vraiment super intéressants. J'avais fait aussi, je vous renvoie dessus sur une vidéo sur les masses virtuelles, justement. Un pattern qu'on va retrouver très souvent, c'est ce pattern-là. C'est le multivibrateur instable, où là, l'amplificateur, justement, il est monté en comparateur. D'ailleurs, on voit que là, ça peut être trompeur, parce qu'on a l'impression qu'il y a une contre-réaction ici, mais là, l'idée, c'est quoi, justement? C'est que grâce à ce pont ici, ça ramène ce qu'on appelle un hystérésis. C'est-à-dire que, pour comprendre comment ça marche, c'est qu'à un instant, imaginons que le condensateur ici est déchargé. À ce moment-là, la tension ici, elle est 0. Donc, comme ici, il y a 0, moins, ici, là, la sortie, elle sera quasiment à V+, quelque part. Et donc là, ça fait un pont diviseur qui donne ici une tension qui est fixée par ce pont diviseur-là. Mais comme ici, je suis à V+, on voit que via cette résistance-là, le condensateur ici va se charger. Donc il va se charger. Et quand il va arriver à cette tension-là, là, hop, il va basculer. Vu qu'ici, il amplifie la différence ici, hop, il va passer directement ici à moins. Et à ce moment-là, on voit que ça va changer le potentiel ici de ce pont diviseur-là, vu que maintenant c'est une tension qui est plus négative. Comme ici, maintenant, la tension de sortie est égale à V-, le condensateur va se décharger. Donc ici, à chaque fois que ça bascule, dans un sens, le courant passe comme ça et repasse comme ça. Et ici, en sortie, on aura un signal carré qui sera théorie V+, V-, mais moins, bien sûr, les fameuses tensions de déchet. Ici, on retrouve quelque chose, alors je vais pas m'étendre sur ce circuit, mais je vous renvoie sur ma vidéo que j'avais fait sur les ponts de Vienne, sachant que là, l'idée, c'est d'utiliser un élément non linéaire dans la contre-réaction, vu qu'ici, on est bien dans le cas d'un circuit amplificateur non inverseur, quelque part. Et donc, cet élément non linéaire permet de stabiliser ici le gain pour permettre l'oscillation. On a des sources de courant, donc ça, on va en trouver souvent de différentes façons, mais en gros, l'idée, c'est qu'ici, on va avoir un courant qui peut être positif ou négatif. Ici, c'est pour ça qu'il y a marqué bilatéral, et le courant ici proportionnel à la tension ici. Donc ça, c'est, on utilise très souvent des générateurs de courant, ça, c'est quelque chose de très utilisé. Donc là, par exemple, on a ce système de référence de tension. Et pour comprendre comment il marche, il faut toujours se rappeler ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir la même tension là et là. Donc on voit que ici, la tension là, à cause de cette génère-là, sera ici 6,6 volts plus basse que celle-là. Donc derrière, grâce à ce réseau de contre-réaction, on voit que la tension ici se stabilise. Et ça, l'idée de faire ça, en fait, c'est que ça permet de passer quelque part un courant constant ici dans la génère, ce qui fait qu'elle va beaucoup moins varier. Ici, on trouve une autre système de référence de tension. Là, l'idée, pareil, on retrouve là la pattern dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la pattern suiveur de tension. Là, l'idée, c'est pareil, de pas charger ici la diode génère, ce qui fait que elle aura toujours ici le même courant qui passe, même si à l'utilisation de la source, là, le courant varie. Ici, il variera pas, vu que il est déterminé par ce pont ici de résistance, et que, comme je vous l'ai dit, normalement, le courant dans l'entrée plus, il est quasiment négligeable. Voilà, et ici, on retrouve encore cet adaptateur d'impédance, qui est une pattern très, très connue. Là, on retrouve les mêmes en négatif. Là, on voit
des patterns aussi très connus. Donc le sync, un current sync, là c'est un courant qui va que dans ce sens-là. Ici, une source de courant. Et là, bah, c'est pareil, on voit que le courant est proportionnel à la tension qui est ici. Et comment ça marche? Bah, le courant qui passe ici, voilà, il passe aussi dans cet endroit-là. Hein. Rappelez-vous qu'il n'y a rien qui passe ici dans votre émoi. Et donc, dans la mesure où le courant passe ici, bah, U égale RI, hein, donc ça veut dire que la tension ici va bien être proportionnelle au courant qui passe là. Et bah, pareil, l'amplificateur ici, bah, grâce à cette contre-réaction, donc il va forcément ajuster sa tension ici pour que la tension aux bornes de la résistance soit la même que à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on retrouve ici cette formule. Et ici, grâce à ce système de transistor, bah, on peut avoir une sorte, ça permet un courant bien plus important que ce que peut donner le courant sorti d'un ampli op. Et ici, on trouve la même, mais en source. C'est-à-dire qu'ici, c'est une charge, on va dire, qui est par rapport à V+, ici, c'est une charge par rapport à V-. Alors ça, c'est aussi un très très grand classique des ampli op, donc une pattern qu'on peut retrouver à plein d'endroits. C'est ce qu'on appelle l'amplificateur différentiel d'instrumentation, et qui a l'avantage d'avoir une impédance d'entrée qui est très très grande. Vu que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un amplificateur différentiel comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais celui qu'on a vu tout à l'heure a qu'un seul ampli, il a des impédances d'entrée qui étaient relativement basses. Ici, elles sont très élevées. C'est-à-dire que je veux bien avoir ici une tension de sortie qui est proportionnelle à la différence entre les deux tensions sur l'entrée moins et plus ici. Mais par contre, l'impédance d'entrée, bah, rappelez-vous, que je vous dis, elle est infinie, donc elle est ici très très grande. Donc ça, c'est typiquement, voilà, quelque chose. C'est-à-dire, si vous regardez bien, ce montage-là n'est ni plus ni moins que le montage de tout à l'heure, qui était le montage différenciateur, mais qui avait l'inconvénient, en effet, d'avoir des impédances d'entrée qui étaient relativement faibles. En gros, si vous regardez bien, c'est deux suiveurs de tension devant ce montage différenciateur. Avec, bien sûr, ici, bah, ce système-là, mais cette histoire de balance et tout, ça c'est pour compenser les défauts. Sur un ampli op parfait, il n'y en aurait pas besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très très souvent, sachant que devant ici, il peut y avoir des atténuateurs, des trucs comme ça. Et c'est ça qu'on va retrouver dans plein de systèmes de mesure. Par exemple, des tables traçantes, comme je vous avais montré, analogiques, qui utilisaient des amplis comme ça en entrée. Là, on va retrouver, pareil, une pattern qui est très très connue, hein, qui est la diode parfaite, ici, qui permet d'avoir donc alpha, c'est-à-dire qu'il va redresser qu'une une alternance sur deux, donc, mais toujours sans aucun seuil, hein, c'est-à-dire qu'on s'affranchit du seuil de la diode. Et là, voilà, là on a ce montage-là qu'on retrouve très souvent dans des voltmètres numériques, par exemple, qui est un convertisseur de tension alternative vers continu. Et si on regarde bien, on retrouve bien le montage d'au-dessus, qui est la diode parfaite, quelque part, avec derrière un intégrateur, ici, qui va donc donner ici une tension qui est moyenne, on va dire, pour éliminer la variation. Donc on calcule ces composants-là par rapport à la bande passante que l'on veut de ce redresseur. Donc là, on va avoir tout ce qui va être filtre. Donc là, c'est un filtre réjecteur, par exemple, hein, dont on peut ajuster la largeur. Ici, on va avoir différents filtres d'ordre supérieur. Bon, là, c'est pareil, je vous avais déjà montré aussi des vidéos là-dessus, avec tous les calculs en fonction des bandes passantes, Chebyshev, tous ces machins-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ici? Ça, c'est un montage très connu, qu'on appelle un girateur. En fait, ce montage, il simule une inductance. Quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans des filtres. Ça permet d'avoir des filtres en simulant des inductances qui peuvent être très importantes. Alors attention, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, on pourrait utiliser ça dans des animaux à découpage. » Ça va être difficile, parce que là, les courants et tout mis en jeu sont vraiment très 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 faibles. Bon, j'avais par exemple vu des circuits comme ça dans des égaliseurs, par exemple, où voilà, c'était calculé pour avoir les différentes bandes de fréquence. Pareil, un capacitance multiplier, ça permet de simuler une capacité potentiellement très importante avec ici une capacité faible. Voilà, donc là on voit des filtres actifs d'ordre supérieur à 1. Voilà, ça c'est pareil, c'est autre chose qu'on va retrouver très souvent. Ça c'est le filtre passe haut, ici le filtre passe bas. C'est intéressant aussi, par exemple, c'est un moniteur de courant, c'est-à-dire qu'il va donner une tension proportionnelle au courant qui passe, par exemple, ici dans une charge. Alors ça, c'est un circuit aussi qu'on retrouve très très souvent
qui permet de booster le courant de sortie. Alors, il est marrant ce circuit quelque part, parce que comme on peut voir, c'est pas un ampli comme je vous avais montré qui prend à la sortie, mais ici on peut voir ces deux résistances ici qui pilotent les transistors. Alors là, l'idée c'est quoi? En gros, c'est de se baser sur le fait que quand l'ampli va donner ici du courant, en gros, quelque part, le courant, il le met dans ce pont ici. Bon, oublions ici les condensateurs qui servent à faire des condensations. Donc, dans ce montage, on voit qu'on charge l'ampli avec des résistances qui sont relativement faibles. Ça veut dire que si, par exemple, ici, mettons, il veut donner, je sais pas moi, 1 volt, là, donc il va faire passer ici un courant assez fort, et ce courant, il vient d'où? Il vient ici de l'alimentation. Et on peut voir que il va développer ce courant, une tension aux bornes de cette résistance-là, qui, quand elle va dépasser le seuil de ce transistor, va venir en fait l'aider quelque part. C'est-à-dire que ce transistor-là, on voit que quand il passe trop de courant ici, il va devenir passant et ça va venir aider la sortie du ampli hop. Et ici, pareil pour le côté négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui marche relativement pas mal, hein. Je veux dire, j'ai déjà utilisé ça. J'ai même vu des montages comme ça où l'ampli de sortie ici, il est quasiment court-circuité à la masse, quoi. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici comme pattern et qui est assez intéressante. Là, pareil, on retrouve par exemple ici cet amplificateur de photodiode, mais si on regarde bien le montage que je vous ai montré tout à l'heure, qui était un convertisseur courant-tension, c'est exactement ça, hein, à part que là, le courant, il est fixé ici par la photodiode. Bon, ici, pareil, je vais pas m'étendre sur ces montages-là, mais en gros, on trouve des fois des montages qui ont des éléments non linéaires dans les réseaux de contre-réaction, et c'est grâce à ça que ça va permettre de faire des multiplicateurs ou des diviseurs analogiques. Je rappelle que si on appelle ça les amplis opérationnels, parce que justement, on peut faire plein d'opérations avec des multiplications, des divisions. Alors bien sûr, ces montages-là en analogique, il faut bien choisir les transistors, faut faire attention à la température et tout, mais je veux dire, c'est assez courant. Par exemple, là, on a un système d'élévation au cube. Voilà. Alors bien sûr, hein, il fonctionnera que dans un range de tension limité, parce que, sinon, très vite, on va arriver aux saturations, mais voilà, ici, on a ce genre de choses qui permettent donc de faire des opérations. Là, on a un générateur log, par exemple, ou anti-log. Bon, allez, voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça va déjà faire une vidéo bien longue. Enfin, voilà, là, déjà, ça nous a permis de voir quand même pas mal de patterns assez intéressants. Alors, pour finir et mettre un petit peu ça en pratique, je vous propose de regarder très rapidement quelques schémas où on va justement essayer de regarder dans les amplis qui sont utilisés les patterns que l'on peut retrouver. Alors, pour éviter tout problème de copyright, j'ai choisi des schémas de ma propre conception, ce qui fait que je suis sûr que l'auteur viendra pas m'accuser de plagiat. Donc là, par exemple, j'ai cet exemple de CP0146, un indicateur de niveau d'eau, vous pouvez retrouver sur mon site. Donc là, on peut voir que j'utilise un amplificateur opérationnel double. On peut voir ici, justement, deux patterns très reconnaissables. Ici, on voit typiquement l'amplificateur non inverseur, qui donc arrive ici avec un signal sur l'entrée plus, donc avec une impédance d'entrée très très élevée. Et derrière ici, la contre-réaction qui permet donc de régler le gain, et vu que je voulais ici une amplification. Le deuxième ampli ici, là pour le coup, on voit qu'on a une contre-réaction positive, et ça c'est typiquement justement d'une utilisation donc en comparateur. On voit ici que sur la diode là, on a une tension de référence fixe qui est donnée par le seuil ici de la diode, donc de l'ordre de 0,6 volts. Et ici, donc, quand la tension ici va dépasser 0,6 volts, le système va basculer, et cette résistance ici de contre-réaction positive donc rajoute ce qu'on appelle un hystérésis pour avoir des basculements francs. Et là, j'utilise le fait que les amplis, ils ont des sorties symétriques, ce qui fait que justement, comme il va être en mode saturé, soit la sortie sera quasiment au niveau haut, et là, ça alimentera cette LED-là, soit au niveau bas, et ça alimentera ici celle-là. Voilà, là on retrouve tout à fait ces patterns. Deuxième exemple, dans mon CP0121, qui est un gaussmètre, là pareil, on retrouve très bien des patterns que l'on a vus précédemment. Celle ici de l'amplificateur suiveur, donc adaptateur d'impédance, ce qui fait que il va tirer quasiment aucun courant
ici sur la référence de tension, donc ce qui va permettre, je veux dire, indépendamment de la charge, généralement, de la découpler quelque part. C'est-à-dire qu'elle aura très peu de raison de varier, dans la mesure où on lui tire quasiment pas de courant dessus, donc elle va rester ici très stable, alors qu'ici, on a besoin éventuellement d'alimenter ce système-là qui, lui, prend plus de courant. Donc ça, voilà, on a ici ce suiveur. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve très facilement là la topologie d'un amplificateur inverseur. Le signal qui arrive ici, là, voilà, via la contre-réaction, est inversé par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'était quoi, hein? Je rappelle que dans ce montage-là, l'idée était d'avoir une alimentation justement le plus symétrique possible du capteur, à la mesure où derrière, justement, c'est par rapport à son point milieu qui va donner ici son signal de sortie. Là, on peut retrouver ici cette résistance-là, qui, comme j'ai dit, n'est pas forcément utile. Hein, je vous renvoie sur ma vidéo toujours sur les offsets. Elle est là ici pour compenser éventuellement l'offset et doit être égale à ces deux résistances-là en parallèle. Ici, on voit une troisième topologie, et là, on retrouve tout à fait un amplificateur inverseur, avec en plus, ici, un filtre du premier ordre, qui est donc un fil passe-bas. On voit bien que quand la fréquence augmente, le condensateur ici va voir son impédance diminuer, et en diminuant, il va bypasser quelque part ici la résistance, et donc diminuer le gain. Maintenant, dans mon CP077, mon signal traceur, là, on va retrouver encore une autre pattern qu'on utilise aussi très souvent. Donc là, on voit qu'on arrive sur l'entrée plus. Donc on est dans le cadre d'un amplificateur non inverseur. On a ici la contre-réaction. Alors là, par contre, on voit que dans la contre-réaction, il y a ce condensateur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment, qui permet en gros d'avoir un filtre passe haut. Toujours dans les schémas, je vous l'ai dit, pour comprendre, on considère qu'en continu, les condensateurs, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Ça veut dire qu'en continu, cette branche-là, c'est comme si elle n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la sortie reliée sur l'entrée, même si c'est par résistance de 100K, on est quasiment en fait dans le cas d'un amplificateur suiveur. Donc ici, il va avoir un gain qui va être de l'ordre de l'unité. Si par contre, la fréquence augmente, le condensateur ici va devenir passant, et donc on va, au bout d'un moment, il va très vite se rapprocher en fait de l'amplificateur, on va dire non inverseur classique, voire même des fréquences très élevées. Ici, le condensateur va avoir une impédance quasiment négligeable par rapport à la résistance de 13K, et ici on aura un gain qui est bien égal à 1 plus le rapport ici des deux. Et là, encore une fois, on voit, alors en même temps là, c'est même carrément un comparateur ici qui est utilisé, donc on retrouve ici cette résistance d'hystérésis. Et pour terminer, sur CP0072, mon haut-parleur de test, là, on va retrouver une autre pattern qu'on a déjà vue, qui est, on va dire quelque part, la diode parfaite, hein, dans la mesure où, en mettant ici cette diode dans la contre-réaction quelque part d'un amplificateur, on va avoir un amplificateur qui fait que on aura une diode, mais qui marche comme si elle n'avait pas de seuil, en fait. Donc ça va permettre d'avoir un détecteur. Et derrière, on voit que on a ici ce réseau intégrateur RC il arrive ici sur l'entrée plus. Et là, on retrouve typiquement un amplificateur non inverseur. Donc surtout avec une très grande impédance d'entrée. Et cette très grande impédance d'entrée fait que ici, on a une sorte de détecteur de crête quelque part, dans la mesure où le condensateur ici, il va être toujours chargé à la valeur crête du signal, sachant qu'au bout d'un moment, à cause des fuites, il va se décharger un petit peu, mais je veux dire, très peu. Donc là, c'est pour ça que cet amplificateur-là va tirer très peu de courant ici. Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que je vois que ça fait quand même une vidéo qui est très très longue, et je sais qu'on est très 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 loin d'avoir fait le tour de la question, mais voilà, je pense quand même que là, on a vu quand même quelques-unes des patterns que l'on va toujours retrouver avec plus ou moins de modifications dans beaucoup de schémas. Ça n'empêche pas que dans le futur, je reviendrai peut-être sur d'autres particularités ou d'autres montages, hein, surtout si vous avez des questions éventuellement par rapport à ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Bon, en ce moment, on a quand même un temps assez pourri, ça va être pas vraiment pour le bricolage, mais au moins, ça permet de faire des vidéos.
Tiens, Caroline, ça va, Caroline? T'as vu un truc incroyable? Ah ouais, c'est quoi? Il y a une femme qui est morte et elle avait demandé d'écrire sur sa tombe « Née vierge, a vécu vierge toute sa vie et est morte vierge ». Et alors, il n'y avait pas du tout de place sur sa plaque pour marquer tout ça, alors le gars a écrit « Colis retourné non ouvert ». Faut voir ça comme ça. Ainsi, faites de beaux montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.